Madame, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Expression directe d'aujourd'hui reçoit pour vous Monsieur Léon Goua, licencié en économie, candidat aux dernières élections législatives, où il est relevé comme une étoile montante en politique. Léon Goua Ososa a un riche parcours en politique au sein du parti UNC, où il a exercé successivement le rôle de coordonnateur UNT Unikin en 2012-2014. Rapporteur national chargé des recrutements et implantation du parti en 2015-2017. Et maintenant, secrétaire général AI, chargé de la zone centre Grand Kassai. Léon Goua, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire national de l'UNC chargé des Grands Kassai. Mais aujourd'hui, c'est honneur que vous nous faites aujourd'hui de répondre à notre invitation. Avec vous, on va balayer quand même les questions d'actualité. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, on a mis en place, je ne sais pas dire ça mettre en place, mais il y a un nouveau chef du cabinet du chef de l'État. Vous êtes de l'UNC, Vital Kamere était l'ancien directeur, on doit le conjuguer aujourd'hui au passé, il était ancien directeur du cabinet du chef de l'État. Comment avez-vous accueilli d'abord cette nouvelle au sein de l'UNC? D'abord, avant que je vienne répondre à votre question, je tiens sincèrement à vous remercier pour l'invitation. Dorénavant, j'aurais voulu bien d'abord me présenter. Je suis Léon Goua, secrétaire général et adjoint de l'UNC, chargé du Grand Kassai. Nous appelons ça normalement chez nous la zone centre. C'est un honneur d'abord pour moi que le chef de notre parti politique, l'honorable Vital Kamere, accepte de me confier cette grande responsabilité où j'assume l'intérim depuis l'accession de mon titulaire au gouvernement Ilukamba comme ministre. Et donc pour arriver à votre question, M. Jacques, il fallait vous dire que la nomination d'un nouveau directeur de cabinet du chef de l'État pour nous, l'Union pour la nation congolaise, et on ne peut pas appeler ça non-événement, mais nous prenons acte, s'il fallait le dire. Nous prenons acte, pourquoi? Parce que le président Vital Kamere lui-même, c'est quelqu'un qui aime bien que les institutions de la République fonctionnent comme il faut. Et donc nous ne faisons pas ça un problème, nous prenons acte et nous continuons parce que ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est beaucoup plus sa liberté. Sa libération, pourquoi? Parce que vous et moi nous connaissons bien, nous avons regardé, nous avons observé le procès du début jusqu'à la fin et nous restons convaincus et sereins que notre président national est bel et bien innocent dans cette affaire. Mais parlons mais parlons du momentum. Est-ce que c'était vraiment le moment opportun? Parce que c'est presque 9 mois que l'ancien directeur du chef de l'État, Vital Kamere, il a été indisponible. Nous avons vu tous le procès à la télé, comme je viens de le dire. Est-ce que c'était le moment opportun pour que le chef de l'État puisse changer quand même son cabinet? Ou ne pas changer le cabinet, mais changer le directeur de cabinet? Écoutez, je pense que c'est un cabinet politique. Dans un cabinet politique, il faudrait que les gens... on travaille dans un cabinet politique sur la base de la confiance que vous fait le propriétaire du cabinet. Et donc, comme il s'agit d'un cabinet politique, je crois que cette question pourrait être mieux posée au président de la République, le propriétaire de son cabinet. C'est à lui de savoir pourquoi tout ce temps il n'a pas remplacé Vital Kamere et pourquoi il vient le faire pour l'instant. Ce n'est pas nous, l'Union pour la nation congolaise, de répondre à cette question. Cette question mérite mieux d'être posée au président de la République ou à son porte-parole, qui serait d'ailleurs mieux placé à répondre à cette question. Donc, connaître pourquoi le faire maintenant, pourquoi ne l'avoir pas fait avant, ça, nous nous réservons de tout commenter, mais au moins, nous prenons acte de la nomination de M. Gulé Nyembo et nous lui souhaitons bonne chance pour son travail. Ce qui intéresse l'Union pour la nation congolaise pour l'instant, c'est la libération de l'honorable Vital Kamere qui est innocent. Et ça, ce n'est pas seulement moi qui le dis, vous pouvez aussi le dire parce que vous avez très bien suivi le procès du début jusqu'à la fin et vous voyez que maintenant nous parlons, il y a d'autres nouveaux éléments qui continuent à se compléter dans les dossiers. Le gouvernement de la République qui a accusé l'honorable Vital Kamere d'avoir détourné les fonds de l'État, lui-même le gouvernement reconnaît aujourd'hui que les maisons existent bel et bien dans le port de Lobito, dans le port d'Al Salam, dans le port de Matadi. On se pose des questions. Que fait l'honorable Vital Kamere jusqu'aujourd'hui à présent? C'est ça la question. Et donc, mais au moins, l'Union pour la nation congolaise est un parti responsable, un parti républicain, un parti démocrate, un parti de valeurs. Nous continuons jusqu'à présent à faire confiance à la justice congolaise et nous espérons que
au niveau où se trouve le dossier au deuxième degré pour l'instant, on ne fera pas autre chose qu'acquitter l'honorable... L'UNC aujourd'hui garde la tête haute, pense que l'honorable Vital Kamerhe sera acquitté d'un moment à l'autre. Non, mais c'est la pensée de tous les Congolais pour l'instant, il faut qu'on se dise la vérité. Vous avez suivi le procès avec moi du début jusqu'à la fin. Nous n'avons pas vu les indices sérieux, il faut qu'on se dise la vérité. On n'a pas vu ça. Nous avons observé, on attendait qu'on nous montre, qu'on nous prouve. Comme disait bien le président Vital Kamerhe, pièce contre pièce, qu'on nous montre combien il a détourné réellement, combien l'État a débloqué, combien l'honorable Vital Kamerhe a détourné. C'est ça la question. Mais nulle part on nous a montré combien il a détourné, combien est arrivé entre ses propres mains, ces détournements étaient faits comment. On ne nous a pas prouvé cela. On a souhaité fabriquer des termes du genre un détournement intellectuel. Un détournement intelligent. De quoi on joue. Donc, vous voyez que c'est une affaire montée de toutes pièces. C'est comme ça que nous, l'Union pour la nation congolaise, nous avons crié depuis le début et nous continuons à crier que c'est un procès purement politique et il faudrait que la justice se démarque pour cette affaire. Ça sera d'ailleurs une occasion de réaffirmer ou de confirmer même l'état de droit de son action, l'état de droit que prend le chef de l'État. Et donc, l'état de droit voudrait aussi dire qu'il faut acquitter ceux qui sont innocents. Donc, il ne faudrait pas profiter de cet état de droit pour clouer ceux qui sont innocents au nom de l'état de droit, alors qu'en réalité, ce sont des imaginations politiques. Et donc, nous condamnons cela. Et au même moment, nous continuons à faire confiance à la justice congolaise parce qu'elle peut toujours se saisir et nous sommes confiants, nous restons d'ailleurs serrés que quel que soit le temps, la justice congolaise va se ressaisir et on va quitter l'honorable Vital Kamerhe. Ok, vous pouvez le confirmer aujourd'hui que l'UNC reste toujours partie partenaire au chef de l'État. Non, mais écoutez, l'Union pour la nation congolaise reste jusqu'à preuve de contraire derrière le président de la République. Ce pouvoir n'est pas un cadeau, ça il faut qu'on se dise la vérité. Ce pouvoir est un pouvoir où l'Union pour la nation congolaise et l'IDPS sont allés mouiller les maillots pour arracher ce pouvoir. Nous avons arraché ce pouvoir par nos sueurs. Et donc, nous ne voyons pas en quoi nous allons nous arrêter en cours de route pour ne pas exécuter ce que nous avons promis au peuple congolais. Ce n'est pas parce que l'honorable Vital Kamerhe est arrêté innocemment que nous, l'Union pour la nation congolaise, nous allons dire nous n'allons plus servir la nation. Nous continuons à servir la nation comme lui-même, le président Vital Kamerhe l'a toujours voulu. Nous continuons à servir la nation parce que lui, c'est quelqu'un qui se surpasse dans tout. Vous savez que c'est quelqu'un qui est habitué à s'effacer pour le terrain de la nation. Et donc, nous ne voyons pas pourquoi est-ce que nous allons nous retirer, pourquoi est-ce que nous allons dire nous n'allons plus soutenir la vision du président de la République. Et nous tous, nous avons rédigé un programme commun pour que ce pays devienne réellement un pays fort au cœur de l'Afrique. Donc, nous sommes derrière le président de la République, nous sommes avec lui et jusqu'à preuve de contraire, nous continuerons toujours d'être avec lui afin que nous puissions arriver à la fin du mandat et exécuter ce que nous avons promis au peuple congolais pendant la campagne électorale. N'oubliez pas que c'est l'honorable Vital Kamerhe qui fut le directeur de cabinet du chef de l'État. C'est une grande responsabilité que nous avons portée et que nous continuons à porter. Et donc, si les gens s'imaginent dans leur tête que nous allons reculer parce que notre chef est arrêté, non. L'Union pour la nation congolaise, l'INC, notre parti, nous restons forts, debout et sereins. Et nous sommes plus que convaincus. Puisqu'on ne vous sent plus même sur le terrain, parce qu'on ne sent pas l'UNC, c'est comme si l'UNC aujourd'hui devient un parti un peu absent sur le terrain, on ne vous sent pas. Qu'est-ce qu'ils ont? Alors c'est la question que je me pose, qu'est-ce qui se passe au sein de l'UNC? Nous comprenons votre souci et nous comprenons là où se pose votre problème. Le vrai problème, c'est que vous voulez nous sentir dans les insultes. Non, vous n'aurez pas l'UNC dans ça. L'UNC est un parti discipliné, un parti qui sait respecter sa ligne de conduite, un parti républicain. Un parti qui sait respecter les institutions de la République. Même pour le dossier de l'honorable Vital Kamerhe, nous avons crié, nous avons exploité toutes les voies possibles. Nous avons fait des marches pacifiques dans toute la République. C'est le seul parti dans ce pays qui fait une marche pacifique dans toute la République. Et ça casse sans violence. Nous l'avons prouvé. Et donc, comme nous avons expliqué, nous avons exploité plutôt toutes ces voies. Nous attendons maintenant voir ce que la justice au deuxième degré va dire. Parce que le plus important dans tout ça, c'est quoi? C'est qu'on puisse dire les droits.
dire les droits, c'est aussi élever l'état des droits qui prône le chef de l'État. Ça sera une autre façon d'aider le chef de l'État dans sa vision. Et nous sommes dans cette lignée-là. C'est comme ça que vous avez constaté que l'honorable Vital Kamerhe, malgré son rang de directeur de cabinet, d'ailleurs je peux dire que dans ce pays, peut-être c'est pour la première fois, il s'est déplacé de lui-même, il est allé à 4 mairies, il mettait pour se défendre, parce qu'il savait qu'il est innocent, il a mené tous les dossiers. Et il a prouvé ça au procès. Il a montré qu'il fallait venir avec pièces et contre-pièces au lieu de se concentrer sur des spéculations, sur des imaginations. Personne n'a mené ces pièces contre pièces. Et voilà, les politiques ont semblé faire ce qu'ils ont fait. Vous avez suivi dernièrement les autres dire non, écoutez, c'est nous qui sommes les géniteurs de cet état de droit-là. Vous avez vu ce que nous avons fait arrêter ceci, cela. Vous connaissez les gens qui ont dit ça. De l'autre côté, nous avons tous suivi dans les réseaux sociaux. Non, ce n'est pas nous, c'est les autres. Les autres disent, bon, vous voyez que c'est une affaire montée de toutes pièces. C'est une affaire politique. Rien de justice là. Rien du tout. Une affaire montée de toutes pièces. C'est comme ça que nous continuons à crier que ce qui nous importe beaucoup plus, c'est que ces pays puissent aller de l'avant. Ce n'est pas à se régler des comptes ou à vouloir à tout prix écarter d'autres adversaires que ces pays vont avancer. Plutôt, disons les droits, que les juges qui ont le destin de ce pays entre leurs mains pour l'instant, pour se dire les droits, c'est le plus important et c'est le pays qui va gagner, personne ne va perdre. Très bien. Les Ngouwa, est-ce qu'aujourd'hui, bon, je dis pas parce que, est-ce qu'aujourd'hui nous conjuguons la coalition FCC cache au passé? Vu tout ce qu'il y a eu, nous n'allons pas revenir en arrière. Le chef de l'État a décidé quand même de mettre en place l'Union sacrée de la nation. Directement, tout de suite, l'UNC a adhéré, mais auparavant, il y avait quand même du couac. L'UNC était hésitant, mais qu'est-ce qui a fait ce que l'UNC aujourd'hui puisse adhérer directement dans cette idée de mettre en place aujourd'hui l'Union sacrée du président de la République? Je vais d'abord vous dire une chose, M. Jacques. Il faut savoir que cette adhésion-là n'est qu'une formalité. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une formalité? Pourquoi? Parce que l'UNC était les génitaires aussi de l'Union sacrée. Voilà. Non, je suis en train d'arriver là. C'est exactement ce que je voudrais dire. Ça veut dire que c'est une formalité devant l'informateur qui devrait constater une majorité parlementaire. Vous voyez ça? Et donc, l'Union pour la nation congolaise est d'Akash. Et c'est le Cash qui est le génitaire de l'Union sacrée. N'oubliez pas que c'est l'autorité morale du Cash qui est le père de cette union sacrée. C'est lui le créateur de l'union sacrée. Et donc, d'office, l'union pour la nation congolaise est dans l'union sacrée. Il n'y a rien à faire même de débat autour de ça. Parce que j'ai suivi de part et d'autre, les gens dire plutôt, oh non, écoutez, l'UNC, plutôt, la coalition Cash et FCC n'existe plus, ça dit que les Cash n'existent. Non, il faut faire attention. Dans le discours de son Excellence, Monsieur le Président Député Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il n'a pas été question de déclarer la mort du Cash. Mais il a été question de déclarer la rupture entre le FCC et les Cash. Ça veut dire que c'est la coalition FCC Cash qui n'existe plus. Une coalition qui avait montré ses limites. Voilà, une coalition qui a montré ses limites et le chef de l'État avait tout à fait raison de déclarer rupture de cette coalition. Mais ça ne veut pas dire que c'est les Cash qui n'existent plus ou que c'est le FCC qui n'existe. Je ne suis pas ici pour parler du FCC, mais ce qu'il faudrait faire comprendre aux Congolais, c'est que les Cash continuent à exister et le chef de l'État continue. Chaque jour, il nous reçoit, il continue à réitérer son engagement pour les Cash et surtout à l'accord de Nairobi créant Cash. Donc c'est pour ça que nous continuons à rester attachés à cet accord créant Cash, mais aussi nous continuons à être attachés au président de la pour l'accompagner comme nous lui avons promis, comme nous avons bâti campagne aussi pour lui, parce que nous avons un programme commun que nous avons rédigé, d'ailleurs un programme qui sera maintenant bientôt exécuté par l'Union sacrée. Et donc nous continuons à rester derrière lui, parce qu'ici ce n'est pas une question d'individu, c'est une question de la nation. Il faudrait à un moment nous regarder en face et transcender nos égos et bien voir l'intérêt de la nation. Et l'intérêt de la nation ici, c'est quoi? L'intérêt de la nation ici, c'est qu'il faut soutenir le chef de l'État afin qu'il puisse réussir son mandat. Parce que si le chef de l'État réussit son mandat, c'est le peuple congolais qui sort bénéfique. Gagnant dans cette histoire. Et donc, c'est par rapport à ça que vous voyez que l'Union pour la nation congolaise continue à mouiller son maillot, enfin même au gouvernement. Vous trouverez que tous nos ministres sont en train de travailler et nous continuons à soutenir le chef de l'État.
Donc dire que nous avons adhéré avec un retard, voilà, non. Nous sommes les géniteurs de l'Union sacrée, nous sommes dans l'Union sacrée, il n'y a pas d'hésitation pour ça. Alors dans ces cas, parlons un peu Union sacrée prônée par les chefs de l'État. Nous avons vu le chef de l'État qui a fait appel à beaucoup de, je dirais pas à tout le Congolais, à tout ce qui aimerait bien prendre part à cette Union nationale. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons faire la politique d'autruche ou bien la politique de séparation? Qu'est-ce qu'aujourd'hui ceux qui étaient d'abord au niveau, ceux qui étaient avec les chefs de l'État pensent ou reprochent à nos amis de FCC? Vous savez, M. Jacques, je souhaite donner un exemple typique peut-être pour aider à nos amis qui nous suivent en ce moment de comprendre qu'est-ce qu'est l'Union sacrée. L'Union sacrée d'abord est un état d'esprit. Cet état d'esprit est considéré comme une église. Et dans l'église, on ne dit pas que parce que vous êtes sorcier, vous ne pouvez pas venir prier. Non. Celui qui vient à l'église et qui vient vers son pasteur. Nous avons vu ceux qui se sont opposés farouchement au chef de l'État qui sont venus. Non, écoutez. De toute façon, nous sommes en démocratie. Chacun a le droit d'émettre son opinion. Mais ici, je suis en train de vous dire que l'Union sacrée est un état d'esprit. Et l'Union sacrée est considérée ici comme état une église. Une église, ceux qui partent à l'église, c'est ceux qui acceptent de laisser leur mal et de suivre Jésus-Christ comme leur sauveur. C'est ça, l'Union sacrée ici. L'Union sacrée, c'est ceux qui acceptent que malgré les mal qu'ils ont fait pour ce pays, malgré tout ce qu'ils ont fait, malgré ce qu'ils sont, malgré leur réputation, mais ils acceptent aujourd'hui de suivre la bonne voie qui est le changement et le décollage de notre pays. Et ils ont accepté l'appel du chef de l'État. Quand le chef de l'État fait l'appel, il n'a pas exclu qui que ce soit. Il a appelé tout le monde, toutes les forces vives de ce pays. Il a dit tous ceux qui ont le souci que le pays puisse aller de l'avant, de venir vers moi, afin qu'ils puissent m'accompagner dans ma vision. C'est ça le problème. Donc il ne faudrait pas que les gens commencent à dire non, nous ne voulons pas être. Non. Le plus important ici, c'est que tout le monde qui a besoin que le pays change vienne. C'est au chef de l'État, parce que je vois qu'il y a des gens qui s'agitent peut-être par rapport au partage. Oui, partage du gâteau. Non. Pas du gâteau, parce que ça c'est mal dire les choses. Non, à l'INC, on n'appelle pas ça comme ça. La façon de gérer les ambitions. À la gestion des ambitions. Je suis en train de dire qu'il y a des gens qui s'agitent parce qu'ils se sentent menacés par la présence des autres lors du partage de responsabilités. Mais ce que les gens doivent retenir, c'est que... On parle du respect du cahier des charges. Non, ce que les gens doivent retenir ici, c'est que la responsabilité est une charge. Et quand on vous donne une charge, vous devez être conscient et vous devez être à mesure de répondre à cette charge. C'est-à-dire de rendre bien la tâche qu'on vous donne. Et donc, il ne faudrait pas que les gens pensent que c'est un gâteau qu'on va se diviser, je ne sais pas moi comment, pour commencer à avoir peur des autres. Mais de toute façon, faisons quand même confiance au chef de l'État. C'est lui qui a fait appel à tout le monde. C'est lui qui sait comment il va gérer les ambitions. Mais ce que nous pouvons peut-être dire au chef de l'État, c'est quoi? C'est que le chef de l'État puisse... C'est une idée, mais une idée c'est trop dur, mais c'est une suggestion que nous faisons au chef de l'État en tant que jeune. Il faudrait que le chef de l'État puisse essayer cette fois-ci à ceux qui n'ont pas encore prouvé leurs limites. Parce qu'il y en a ceux qui sont venus, bien sûr, ils ont besoin... C'est que le chef de l'État doit renouveler la classe politique. Voilà, vous avez tout compris. Il faudrait que le chef de l'État renouvelle la classe politique. Parce qu'il y en a ceux qui, certes, peuvent avoir certainement la volonté de changer les choses, mais ils ont déjà montré leurs limites, M. Jacques. Ils ont montré leurs limites, ils sont devenus tout ce qu'il fallait devenir dans ce pays, mais en fait, ils n'ont rien donné. Bon, rien donné, c'est trop dit, mais disons, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et en donnant le meilleur d'eux-mêmes, vous allez constater qu'ils ont montré leurs limites. Et il faudrait maintenant que le chef de l'État essaye avec les nouvelles figures, les nouvelles personnes, qu'il essaye avec le jeune, qui ont non seulement l'énergie de servir la nation, mais aussi la volonté. Mais on doit compter aussi sur l'expertise, sur l'expérience, cher ami. De quelle expertise vous parlez? Je vais vous dire une chose. Ce que vous devez retenir, c'est quoi? Tous ces postes ou toutes ces responsabilités politiques-là, ce n'est pas seulement l'expertise qui compte. Parce que quand on vous nomme ministre aujourd'hui, on vous nomme DG aujourd'hui, ce n'est pas du coup que vous êtes un savant, vous connaissez tout. Le plus important, c'est d'abord d'être intelligent et d'avoir un niveau, avoir des bagages dans ta tête. Donc, ce n'est pas de l'expertise. Parce qu'il y a les administratifs, quel que soit dans les entreprises de l'État, quel que soit dans les différents ministères de l'État, vous trouverez qu'il y a des administratifs, des experts qui viennent encadrer le membre du cabinet, notamment même le ministre, lui faire voir qu'ici les choses se passent de cette façon. Mais c'est parce qu'il est intelligent, c'est parce qu'il a étudié. À ce moment-là, il va comprendre facilement les choses. Il n'y a rien d'expertise là. C'est ce qui tue notre pays. Les gens à qui on confie les responsabilités à chaque instant, au nom de l'expertise, qu'est-ce qu'ils donnent pour ce pays?
Qu'est-ce qu'ils donnent? C'est du chaos. Ce sont ces mêmes gens qui ont dirigé le pays autant d'années, plus de 18 ans. Qu'est-ce qu'ils ont donné pour ces pays? Avec leur expertise. Non, il faut qu'on arrête avec ça. C'est une façon d'exclure les jeunes chaque fois qu'il y a partage de responsabilités. Et il y a des jeunes dans ce pays capables de mieux servir ce pays que ceux qui prétendent avoir de l'expertise. Et il faudra que le chef de l'État, avec tout le respect que nous le devons, puisse comprendre qu'il est temps pour lui de renouveler la classe politique si réellement il a besoin, et comme il le souhaite bien, que les choses changent et que notre pays puisse se décoller. Nous avons vu les adhésions en masse au niveau de l'Union sacrée. Oui, c'est une très bonne chose. Alors aujourd'hui, comment est-ce que le chef de l'État va s'y prendre pour gérer les ambitions? Nous avons vu d'autres personnes qui parlaient des cahiers des charges et autres. Ils se sont rentrés dedans par rapport aux ambitions, par rapport à la gestion de la chose publique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ils devaient normalement adhérer à la vision du chef de l'État ou bien avoir une idée sur la gestion de la chose publique? D'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que le chef de l'État est le père de la nation. Donc, il saura certainement comment gérer les ambitions des uns et des autres. On n'empêche personne d'avoir des ambitions. C'est une très bonne chose. En politique, on a toujours des ambitions. Ouais, c'est une très bonne chose. C'est le chef de l'État qui saura bien comment il va gérer les ambitions de chacun. Le problème ici, c'est quoi? Le problème, c'est quand les gens viennent avec leur cahier de charges, viennent avec leur programme, leur vision. C'est là où le problème se pose. Et moi, personnellement, je pense que cette façon de faire, c'est mal comprendre l'appel du chef de l'État. Parce que lorsque le chef de l'État a fait l'appel, avant de faire l'appel, il a énuméré tout ce qu'il a besoin que cela soit fait. Il a montré que sa vision, c'est ça. Et il voudrait que les choses changent dans ce sens. Mais il a montré que la coalition FCC Cash a montré ses limites et il y avait des blocages de part et d'autre qui ne permettaient pas que sa vision puisse être exécutée, notamment sur le plan social et le plan économique, le plan sécuritaire, tout. Eh bien, c'est comme ça qu'il a fait appel aux forces vives de venir vers lui afin qu'ils puissent adhérer dans sa vision et qu'ils amènent le meilleur d'eux-mêmes pour que les choses puissent aller de l'avant. Venir avec une autre vision, c'est tout simplement ne pas comprendre l'appel du chef de l'État. Venir avec un cahier de charges, c'est tout simplement ne pas comprendre l'appel du chef de l'État. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, c'est une façon de montrer que ce que vous avez dit n'est pas bon et ce que nous voulons, c'est ce qui est bon. Non. Ici, c'était question d'abord de venir et de savoir décortiquer bien la vision du chef de l'État. Il y en a. On a distribué ça aux gens. Vous allez voir, nous avons rédigé ce programme depuis 2018, depuis 2017, 2018. Mais nous avons rédigé ce programme du chef de l'État. Le programme est là. Ça veut dire, ça ne veut pas dire que l'Union sacrée viendra. Non, non. Le président de la République a été élu sur base d'un programme. Et c'est un programme que le chef de l'État voudrait en tout prix que ça s'exécute. Mais fort malheureusement, les choses n'allaient pas bien avec la coalition FCC Cash qui a montré ses limites avec autant de blocages. C'est comme ça qu'il a fait appel aux autres pour venir exécuter ce programme-là, cette vision-là. Alors, venir avec une autre vision ou un autre programme, c'est tout simplement ne pas comprendre l'appel du chef. Très bien. Alors, pour finir, le dernier point, aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée nationale, ils sont en train de traiter la motion de censure contre le gouvernement Ilunga Kamba. Bon, il suffirait que les chefs du gouvernement s'y retrouveraient au niveau de Lubumbashi pour voir l'autorité morale. Mais qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'Assemblée nationale? Même si le Premier ministre n'est pas là, au cas où la majorité votait que le gouvernement puisse tomber, le gouvernement va tomber. C'est comme si aujourd'hui l'Union sacrée est en train de faire le forcing. C'est comme s'il y a une petite dictature qui s'installe. Qu'est-ce qui se passe au juste? Je ne saurais pas accepter, affirmer vos dires. Parce qu'il faut dire ici que les juristes se disent la loi est dure, mais c'est la loi. Nous ne pouvons pas aussi non plus empêcher et le Premier ministre son droit de refuser aussi de venir. Il a le droit de refuser de venir. Tout comme il peut toujours venir. Mais si ça avérait dans le cas contraire que le Premier ministre ne vient pas ou ne vient plus, à ce moment-là, il va assumer les conséquences. Parce que le mardi, donc hier, le Premier ministre a envoyé une lettre à l'Assemblée nationale montrant qu'il était à une mission officielle. Et l'Assemblée nationale a compris. Eh bien, on a reporté la plénière pour aujourd'hui, mercredi. Alors, aujourd'hui, mercredi, le Premier ministre est là, ici et à Kinshasa. Et donc, si c'est fait qu'il ne se présente pas au Parlement, ça sera tout simplement un refus
Et ce refus peut être considéré comme étant un acte de sabotage et un acte d'outrage à l'Assemblée nationale. Il est un grand professeur d'université. D'ailleurs, mon professeur d'université à l'Université de Kinshasa a la faculté de sciences économiques et de gestion. Et donc, il sait ce qu'il fait, ce n'est pas un petit enfant, c'est quand même un papa, un responsable. Il va assumer les conséquences. Les conséquences peuvent être quoi ici? Les conséquences peuvent être qu'on peut traiter la motion même à son absence. Et on constate ses refus. La plénière est souveraine. Mais comment? Tout simplement, on va les déchoir. Et quand on va les déchoir, il n'a qu'à assumer les conséquences de son acte. Donc là, il n'y a même pas de débat. Dire qu'on fait le forcing, je crois que c'est trop dur. Parce que la Cour constitutionnelle a très bien expliqué dans son arrêt. La Cour constitutionnelle a donné le pouvoir. Bon, donner le pouvoir, c'est trop dit. Mais a interprété la loi, montrant que le bureau d'âge pouvait, au nom de la continuité de l'État, en dehors de missions qu'il pouvait assumer, comme le bureau provisoire au début de la législature. En organisant les élections du bureau définitif. Il a aussi le pouvoir ou le droit de continuer avec l'examen des lois. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait la continuité de l'État. On ne peut pas dire que non, parce qu'il n'y a pas encore un bureau définitif, qu'on ne peut pas aller à l'examen du contrôle parlementaire. Et donc, c'est de son droit. Certes, la Cour constitutionnelle a interprété la loi. Et donc, on ne voit pas à quoi on peut encore s'hasarder, dire que non, écoutez, le bureau d'âge n'a pas le droit ou quoi que ce soit. Ça, c'est un faux débat. Dès lors que l'organe habilité à interpréter la loi a déjà interprété la loi. Et donc, si le Premier ministre ne se représente pas au gouvernement, il va tout simplement perdre sa fonction. Et le président de la République va prendre acte de tout cela, il va nommer un autre Premier ministre et le pays va évoluer. Le pays n'a pas compensé seulement qu'avec Ilukamba. Je l'ai suivi, je venais de lire, il venait d'écrire à l'Assemblée nationale où il raconte ses histoires, il raconte sa vie, oui, c'est son droit. Il dit non, écoutez, on a saigné le procès de 100 jours, vous avez constaté que les caisses de l'État ont été saignées, ont été fait ceci, tout ça. Non, il faut qu'il arrête avec ça. Nous connaissons, d'ailleurs, ce sont eux qui ont bloqué. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est le FCC, c'est lui le Premier ministre. C'est le ministre de Finances. C'est le FCC qui a bloqué le programme de 100 jours, en refusant de débloquer le moyen, afin que le programme là soit exécuté. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que si le chef de l'État réussissait le programme de 100 jours, c'est terminé. Ça pourrait d'ailleurs même être considéré comme 2-3 mandats d'un autre président de la République. Et donc, il pouvait avoir toutes les chances possibles de revenir au pouvoir à tout moment. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont eu peur. Ils ont bloqué la sortie de fonds. Et aujourd'hui, ils se justifient avec des arguments qui ne tiennent pas debout. Donc, c'est tout simplement regrettable. Mais pratiquement, au moins, nous ne lui arrachons pas son droit de s'expliquer. D'ailleurs, de toute façon, à tout à l'heure, on l'attend à l'Assemblée nationale. Très bien, Léon Ngoua. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission Expression Directe. Vous allez regarder juste la caméra droit devant vous. Vous aurez juste 1 minute à vous exprimer devant cette population qui vous aime. Merci. Allez-y. Mes chers confrères, mes chers compatriotes, vous savez, l'Union pour la Nation congolaise, notre parti politique, nous sommes un parti des valeurs. Certes, il y a des questions qui se posent de part et d'autre concernant ce qu'on venait de parler ici, mais retenez très bien que l'Union pour la Nation congolaise est derrière toutes ces valeurs et nous continuons à rester derrière notre président national, l'honorable Vital Kamerhe, que je salue d'ailleurs de passage et que j'encourage beaucoup plus, et de savoir que nous qui sommes ses lieutenants, nous qui sommes ses fidèles de fidèles, nous continuons toujours à rester derrière lui et nous sommes plus que convaincus que dans les jours qui viennent, qu'on le veuille ou pas, la justice va dire les droits parce qu'il était innocent. Et donc, à tous les Banamboka qui nous suivent, à tous les membres de l'Union pour la Nation congolaise, de rester sereins, calmes, soudés, avec notre discipline comme d'habitude. Et nous restons derrière le président national et derrière toutes ces directives afin que nous puissions servir notre pays à bonne et due forme comme il a toujours voulu. Nous sommes dans l'Union sacrée, nous soutenons le chef de l'État à toutes ces actions. Le plus important, c'est que le peuple gagne. Que vive la République du Congo et à très bientôt la libération de l'honorable Vital Kamerhe. Léon, moi je vous dis merci. Merci beaucoup, M. Jacques.